Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire consacré au métier et à l'intelligence artificielle. Alors je suis très bien entourée aujourd'hui, j'ai 3 enseignants-chercheurs de l'ICAM avec moi. Je vais les représenter rapidement. Yann Ferguson, tout d'abord. Bonjour Yann. Alors Yann, tu es docteur en sociologie et enseignant-chercheur à l'ICAM Toulouse. Ta spécialité, c'est plutôt l'éthique de l'intelligence artificielle. Tu es expert au sein du groupe Futur du Travail du Partenariat mondial pour l'IA et responsable scientifique du Laboria, qui est un programme de recherche-action du ministère du Travail français et de l'INRIA. Ce qui fait que tu es assez souvent interpellé pour être dans la presse, dans les médias. Juste à côté de toi, Simona D'Attanasio. Bonjour Simona. Bonjour. Alors Simona, tu es docteur en robotique. Tu enseignes également à l'ICAM Toulouse. Et tu travailles plus particulièrement sur l'interaction entre les personnes et les technologies robotiques. Et tu vas nous permettre peut-être de déconstruire certaines craintes que l'on peut avoir en matière d'IA et de robotique. Et enfin Cédric Bobenrit. Bonjour Cédric. Bonjour. Cédric, tu es docteur en informatique. Tu as aussi un master en imagerie et intelligence artificielle et tu enseignes à l'ICAM Strasbourg Europe. Tu travailles plus spécifiquement sur l'utilisation de l'IA dans les domaines liés aux images 2D et à la modélisation 3D. Donc tu es particulièrement calé sur les questions liées à l'intelligence artificielle dite générative, comme peut l'être ChatGPT. Et c'est précisément sur les IA génératives que l'on va s'attarder aujourd'hui. Alors l'IA déchaîne les passions. Il y a énormément d'articles dans la presse, énormément de conversations. C'est vraiment un sujet qui préoccupe de nombreuses personnes. On a globalement un peu peur d'être remplacé par l'IA, et voire même d'être complètement dominé et asservi par cette technologie. Alors je commencerai volontiers avec toi, Yann. Quand on préparait ce webinaire, tu me disais justement que parler d'intelligence artificielle, c'est presque pas tout à fait pertinent, parce que c'est la doter de qualités humaines, et qu'elle n'est pas une entité autonome à proprement parler. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire de l'intelligence artificielle souvent le sujet de la phrase « l'IA fait ci, l'IA fait ça, l'IA nous remplace ». On en fait un sujet, on l'essentialise comme si elle avait une enveloppe personnelle propre. Alors qu'elle est développée essentiellement par des communautés humaines qui lui adressent des capacités, en essayant en tout cas de lui faire des choses. Et donc finalement, en faire un objet, un sujet dans nos phrases, c'est lui accorder une forme d'intelligence qui est très loin de ce qu'est l'intelligence. Et bien souvent, quand on se pose la question du remplacement de notre intelligence par une machine, c'est lié à différents exploits qu'on a entendus. On dit l'intelligence artificielle a terrassé le champion du monde des échecs en 96, a terrassé le champion du monde des jeux de Go, c'est encore plus fort que les échecs, donc c'est encore plus grave et c'est encore plus sérieux en termes de remplacement. Elle est capable d'être meilleure que les radiologues pour tel type de radio, donc les radiologues sont en danger, etc. Et donc en fait ce mécanisme-là, il commence toujours par un raisonnement réductionniste sur ce qu'est l'intelligence. On commence par dire finalement l'intelligence humaine, c'est jouer aux échecs. L'intelligence humaine, c'est jouer au jeu de Go. Mon fils a 10 ans, je pense qu'aux échecs, il doit déjà me battre assez facilement. Je pense qu'il est très intelligent, mais malgré tout, je n'éprouve pas un complexe d'infériorité intellectuelle foudroyant du fait qu'il est meilleur que moi aux échecs. Il est meilleur que moi dans cette tâche qui ne résume pas toutes les formes d'intelligence, ni humaine, ni animale, ni du vivant en général. D'accord. Alors, du coup, l'IA n'est pas une entité autonome et dans l'imaginaire collectif, on a tendance à associer aussi l'IA à la robotique. Et donc Simona, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en réalité c'est une vraie erreur de faire ce raccourci? Oui, en réalité, l'IA et la robotique sont 2 domaines complètement différents. Alors l'IA, Cédric me complétera, sans doute, c'est lui l'expert. Je n'utilise pas le mot algorithme parce que pas tout le monde est d'accord. On peut dire que c'est des maths, c'est des programmes qui font des calculs plus ou moins complexes. Un robot, c'est une machine physique. Pour reprendre l'expression de mon collègue informaticien de Toulouse, c'est un tas de ferraille. Donc c'est des capteurs, donc des dispositifs physiques qui mesurent certains paramètres de l'environnement réel. C'est un corps, donc une enveloppe physique qui peut se casser, qui peut aussi heurter et casser des choses, des objets, qui peut aussi blesser des personnes. Et c'est des actionneurs, donc des moyens de faire des actions sur cet environnement. Et après, bien évidemment, il y a entre les deux
il y a des dispositifs de contrôle à l'intérieur desquels on peut effectivement mettre, selon le cas, des programmes plus ou moins complexes. Donc on peut utiliser l'IA pour résoudre des problèmes de la robotique. Mais un robot en soi, c'est un objet physique. Et les challenges et même les problématiques de la robotique ne s'apparentent pas forcément aux problèmes de l'intelligence artificielle ou aux sources de l'intelligence artificielle, notamment les données. L'IA est née des big data, mais la robotique est loin de produire des big data. La robotique, un robot utilise les données de ses capteurs pour après se comporter d'une manière ou d'une autre. Un robot a une problématique d'énergie aussi, qui est très importante, surtout pour les robots autonomes, ceux qui ne sont pas branchés à la prise du courant. Donc on peut avoir un robot super sophistiqué, mais si au bout d'une heure, il s'arrête de fonctionner parce qu'il faut le recharger, ça c'est problématique aussi. Donc voilà. On reviendra tout à l'heure sur l'association IA et robotique, oui, tout à fait. Peut-être que l'on peut passer sur du coup, le cœur du sujet qui est l'intelligence artificielle dite générative, comme ChatGPT. Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne une IA générative et quels sont ses atouts, mais aussi ses limites? Oui, tout à fait. Du coup, une IA générative, alors sans trop rentrer dans les détails techniques, en fonction du type, que ce soit pour générer du texte comme ChatGPT ou des images comme Midjourney, Stable Diffusion, etc. Donc c'est toujours en fait ce qu'on appelle un modèle, donc c'est un ensemble de réseaux de neurones qui forment cette architecture que représente l'IA. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ça a été entraîné sur un jeu de données énorme, spécifique à la tâche. Donc pour ChatGPT, du texte, et pour tout ce qui est génération d'images sur des images. Et en fait, le but, c'est d'apprendre à ces modèles comment, à partir après d'une donnée en entrée, être capable de générer. Donc pour ChatGPT, ça va être à partir de texte, comment générer la suite du texte, ou une réponse à du texte et la suite du texte. Et pour tout ce qui est Midjourney, c'est comment générer à partir de ce qu'on appelle un bruit, des images par rapport à un contexte donné. Et du coup, en termes d'atouts avec ces IA-là, c'est des IA génératives, ce qui veut dire qu'elles sont capables de créer du contenu, ce qui est vraiment pratique dans pas mal de domaines où on a besoin justement de créer du contenu, de s'apporter des idées, de chercher des solutions. Comme c'est entraîné sur un large ensemble de données, ça peut être assez pointu sur certains domaines, donc ça peut vraiment nous aider dans des tâches assez spécifiques, la génération de code par exemple. Et du coup, l'idée, c'est que quelque chose d'important, en fait, avec ces IA génératives qui sont apparues, maintenant on rentre dans une nouvelle ère du do it yourself, parce qu'en fait ces IA génératives vont permettre de donner à des personnes qui n'avaient pas forcément les capacités de faire certaines choses, de faire ces choses-là. Un exemple très concret, quelqu'un qui ne sait pas dessiner, mais qui a des idées et qui a besoin d'images pour illustrer quelque chose, peut maintenant exprimer cette idée à une IA générative et essayer d'obtenir l'image qui reflète son idée. Donc ça permet d'avoir cette capacité de donner à des gens l'envie maintenant de faire des choses qui avant leur étaient inaccessibles. Par contre, en termes de limites, on a pas mal de limites. Déjà, ce n'est pas forcément facile au début à prendre en main cette capacité de faire ce qu'on appelle les prompts, donc la requête pour obtenir vraiment le résultat qu'on veut. Entre un utilisateur expérimenté pour générer une image et un utilisateur nouveau qui va tenter juste d'écrire, le résultat, la qualité graphique sera vraiment largement différente. Et on a d'autres limites. La réponse n'est pas toujours correcte. C'est de la génération de texte. On dit souvent que ChatGPT, c'est un créateur de baratin. Ça peut répondre en fait n'importe quoi. Il faut être capable du coup de vérifier quand même le contenu de cette génération. Est-ce que la réponse est vraiment correcte ou pas? Donc ça demande quand même une certaine expertise. Et puis en termes de limites, quand même une grosse limite des IA aujourd'hui, l'impact écologique. Ça demande une certaine quantité de ressources pour entraîner et pour ensuite l'utilisation qui font parfois débat. D'accord. Yann, dans tes travaux, tu évoques souvent l'homme augmenté. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, l'IA est davantage une opportunité qu'une menace? Ouais, alors l'IA, comme n'importe quel outil, est généré par deux moteurs. Il y a un premier moteur d'utilisation de l'outil et du fait que notre espèce crée des outils, c'est d'abord d'économiser notre énergie dans une activité. Donc on peut le faire sans outil, mais à un moment, on s'est dit, tiens, il y a une créativité qui se développe, et on développe un outil pour faire quelque chose plus facilement avec une économie d'énergie. Et la deuxième chose, souvent, c'est pour accroître nos
nos capacités, qui restent limitées. On a des capacités extraordinaires, cognitives, mais aussi physiques, mais on se fatigue, on ne peut pas marcher très longtemps, on ne peut pas courir très longtemps, donc on a imaginé des moyens de transport. Et derrière, en imaginant des moyens de transport, ça a créé des opportunités, mais ça a aussi changé la société. Lorsqu'on crée Internet et qu'on envoie un message, eh bien, l'espace-temps entre la création du message et la réception n'est pas le même que celui de la lettre. Et derrière, il y a toute une organisation sociale qui change. Il faut aller plus vite. Là où, quand j'écrivais une lettre, je savais que la personne la recevrait dans 3 jours, et donc je me projetais dans un pas de temps de 3 jours et que j'aurais la réponse 3 jours plus tard. J'avais un pas de temps de l'action qui était et de l'échange d'informations qui était de 6 ans à peu près, de 6 jours, pardon. Eh bien, avec l'instantané, je m'attends à ce que les réactions et les réponses soient beaucoup plus rapides. Donc on sait que il y a des altérations et des modifications. Avec l'intelligence artificielle, eh bien évidemment, une promesse, c'est celle de l'augmentation, c'est-à-dire nous amener à faire des choses qu'on n'arriverait pas à faire sans elle. Alors ça, c'est une forme d'augmentation que moi j'appelle l'augmentation coopération, c'est-à-dire finalement c'est le fameux 1 + 1 = 3. Je vais réussir à faire quelque chose qui m'était impossible à faire sans l'intelligence artificielle. Donc ça, ce sont des choses qui souvent sont liées à des très grandes quantités de données à gérer. Nous, on sait qu'on est plutôt bon pour créer des généralisations grâce à notre intuition avec très peu d'informations. Et quand il y en a beaucoup, ça commence à être difficile. Alors que l'IA, c'est le contraire. Quand elle a peu d'informations, elle fait des généralisations très excessives, ou alors elle dit carrément je ne peux pas faire. Mais par contre, quand elle a beaucoup de données, eh bien, elle est performante. Donc ça, c'est l'augmentation coopération qui doit tenir compte des caractéristiques de nos intelligences respectives, hein, si on admet que c'est vraiment intelligent, ce qui est déjà un débat. Après, il y a ce qu'on va appeler des augmentations de délégation, c'est-à-dire que c'est plutôt dans le monde du travail, je vais déléguer un type de tâche que je ne trouve pas très intéressant ou dangereuse, ou fatigante, et je vais me concentrer sur d'autres tâches sur lesquelles je vais concentrer ma valeur. Voilà. Et donc là, on va plutôt être dans une division du travail entre la machine et moi, et je vais être augmenté parce que je vais devenir meilleur sur une tâche sur laquelle je vais pouvoir passer plus de temps. C'est ce qu'on imagine tous dans nos métiers. On se dit, si je pouvais me concentrer 80% ou 60% de mon temps sur cette partie-là, déjà je prendrais plus de plaisir, mais en plus je deviendrais meilleur sur cette tâche. Alors que le reste, j'y prends peu de plaisir et j'irais même devenir bon ne m'intéresse pas. Voilà. Donc ça, c'est une forme d'augmentation. Après, il peut y avoir une augmentation remédiation. Voilà. Une augmentation remédiation, c'est quand vraiment l'IA fait quelque chose que je suis incapable de faire. Voilà. C'est pas le 1 + 1 = 3, c'est je ne sais pas faire quelque chose. Alors si on prend l'IA générative, là, il y a un risque de l'utiliser pour de la remédiation parce qu'on sait que l'IA générative approxime une solution, un résultat, et qu'il vaut mieux avoir une certaine capacité à critiquer ce résultat pour le valider. Si par contre je l'utilise pour faire quelque chose que je ne sais absolument pas faire, par exemple j'ai un problème au travail et je veux me défendre et je vais plutôt me défendre tout seul je vais créer un petit dossier avec l'IA générative plutôt que de faire appel à un expert qui va pouvoir m'aider, eh bien il faut savoir que l'IA générative peut inventer des jurisprudences, etc. Et donc ça c'est embêtant. Donc là il y a un risque. Et puis enfin il y a ce que moi j'appelle l'augmentation rationalisation, c'est-à-dire que on va utiliser l'IA dans le monde du travail plutôt pour essayer de généraliser une performance. C'est-à-dire que on sait que dans un collectif de travail, il y a des gens très experts, il y a des gens qui sont très expérimentés, d'autres qui sont plutôt profanes, qui débutent, et on va mettre un système d'IA qui va être capable de remédier au fait que les profanes sont un peu moins compétents que les experts. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'appelle l'augmentation rationalisation, qui n'est pas forcément non plus le moteur principal de l'IA générative, parce que l'IA générative produit des résultats différents pour des requêtes similaires. Donc si vous attendez un résultat standard en utilisant l'IA générative, vous allez être un peu déçu. Je dirais qu'elle est peut-être plus performante sur des tâches de coopération que sur des tâches de délégation ou sur des tâches de rationalisation. Non, on reviendra en détail sur cette posture à adopter par rapport à l'IA générative. Simona, j'aimerais revenir un petit peu sur la robotique et rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Comment est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée en robotique ? Quelles sont les limites également ? Pardon, et
Est-ce qu'on peut s'attendre à un délire de science-fiction et à voir débarquer des robots exterminateurs, comme l'imaginaire collectif peut le laisser croire? Oh, mais j'espère pas. Non, mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, un robot, c'est de la perception, c'est une décision et une action. Donc c'est vrai que l'IA aujourd'hui, elle commence à être utilisée dans la robotique. Donc on s'en saisit, les roboticiens, nous les roboticiens, pour faire certaines choses qui n'étaient pas forcément accessibles avant. Et notamment, si on commence par la perception, par exemple, le traitement d'image, c'est un cas où l'intelligence artificielle est très performante et permet de faire des opérations comme la reconnaissance de visage, par exemple, qui sont inaccessibles autrement. Et parce que c'est quelque chose de très complexe. On ne sait pas, nous, comment on reconnaît un visage, tandis qu'il y a, à partir d'exemples, est capable de reconnaître les visages. Et ça peut aider un robot en quoi? Mais ça aide pas seulement uniquement les IA à reconnaître et à fliquer les personnes, comme on peut penser dans certains pays, mais ça peut aider un robot à interagir avec des humains. Donc, dans l'interaction humain-robot, ce type on va dire, de capacité est très utile. Reconnaître une personne, reconnaître son expression, pouvoir lui parler aussi. Donc encore dans les interactions, la capacité à comprendre et à parler, c'est quelque chose qui est devenu accessible grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, donc qui était très, on va dire, rudimental avant l'arrivée de l'IA. Et pour ce qui est, par exemple, le mouvement, on commence à avoir des exemples par exemple, le réseau de neurones, c'est une des méthodes utilisées par l'IA, qui sont utilisées pour générer le mouvement de robots. Mais c'est souvent pas les robots humanoïdes qui restent déjà, aujourd'hui, les robots humanoïdes restent confinés plutôt au domaine de la recherche. Donc c'est des machines très sophistiquées, très coûteuses, et qui fonctionnent encore avec des algorithmes classiques. Et parce qu'on ne peut pas se permettre de tester. Justement, le problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est un algorithme d'IA, une IA nécessite beaucoup de données pour être entraîné. Et ce qu'on arrive à faire, qu'on fait aujourd'hui de manière assez satisfaisante, c'est de créer des simulateurs de robots. Et donc on les entraîne avec ces simulateurs. Donc on génère des environnements virtuels, on fait tourner les robots virtuels dans ces environnements, on génère beaucoup de données et on entraîne ces réseaux. Et ça fonctionne si la machine, donc si le modèle est similaire à la vraie machine. Et ça, plus la machine est sophistiquée, plus c'est pas vrai. C'est faux, cette similitude. Et que ce que disait Yann tout à l'heure, que c'est important, Cédric aussi, que les données soient des bonnes données. C'est sûr que les données d'un environnement virtuel ne sont pas les vraies données. Donc déjà, on a ces limites-là. Donc les robots qu'on voit aujourd'hui marcher bien, correctement, avec des algorithmes d'IA, c'est des robots plutôt des quadrupèdes. Donc qui ont une stabilité, donc s'il y a une patte qui tombe à côté, c'est pas grave parce qu'il y a les trois autres. Donc qui marchent, qui ont quand même une stabilité au niveau physique qui est beaucoup plus importante, plus facile à obtenir que pour un robot bipède. Et par contre, avec des liens, on peut avoir l'adaptabilité qu'on a avec effectivement ce genre d'algorithme à un sol, un terrain accidenté, par exemple. Ça donne des excellents résultats. Et si je reviens après aux données, effectivement, les données qui sont données à ces traitements-là, c'est des données de capteurs. C'est des données qui en soi ont des bruits, c'est des dispositifs électroniques. On est très loin d'avoir, par exemple, des capteurs qui sont similaires à notre œil humain, à notre peau humaine. Vraiment très très loin. Comme on est loin d'avoir un cerveau humain, c'est vrai pour toute notre perception et notre mouvement. Un muscle humain, il est inégalé en termes, on n'a pas de moteur aussi léger, aussi performant qu'un muscle humain. Et sans parler d'efficacité énergétique de notre machine comparée à une machine artificielle. Donc on est pour le moment à l'abri côté robotique. Oui, vous inquiétez pas. Voilà, oui. On n'a pas à s'inquiéter. Il faut plus s'inquiéter des humains que des robots. Alors,
J'aimerais revenir parce que j'ai reçu beaucoup de questions dans la préparation de ce webinaire sur la crainte d'être complètement remplacé, supplanté dans son métier. Quand on a un métier, effectivement, où on produit beaucoup de matières grises, de stratégie, on peut produire aussi des visuels, des contenus. On a cette crainte-là et on a la crainte aussi de voir notre travail perdre de la valeur. Alors Cédric, Yann, vous pouvez rebondir, mais peut-être Cédric, on peut commencer par toi. Quelle est aujourd'hui la bonne posture à adopter face à une IA telle que ChatGPT et d'autres? Donc du coup, comme j'ai dit avant et comme Yann l'a dit après, effectivement, en fait, on va avoir des IA génératives qui vont permettre de créer du contenu, par exemple créer du texte ou créer des images en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on pourrait être en crainte de se demander, voilà, moi j'avais un travail de rédacteur, donc du coup si quelqu'un est capable de rédiger du texte, finalement est-ce que j'apporte encore quelque chose, ou je suis designer, je suis capable de générer maintenant une image, est-ce qu'encore j'apporte quelque chose, etc. Mais comme on l'a dit, il y a en fait deux choses à voir, c'est effectivement ça va générer des choses. Donc il y a effectivement on va dire des sous-parties de notre travail qui pourront être automatisées, remplacées ou à minima accélérées grâce à cet outil qui vont nous permettre effectivement de peut-être mettre en forme plus facilement ou de nous apporter des idées ou créer une base, etc. Par contre, il va toujours falloir avoir ce côté expert. On ne peut pas entièrement déléguer à l'IA la génération parce qu'il faut quand même s'assurer que le contenu corresponde à ce que le client attendait ou à ce dont on a besoin. Si, par exemple, on est dans la rédaction de code, on veut générer du code, avec ChatGPT, on peut le faire tout à fait, on peut lui demander de nous générer du code. Par contre, si on donne ça à quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire, qui ne connaît pas du tout le métier, alors il peut avoir un résultat qui va marcher et dont il sera satisfaisant, mais peut-être aussi que le code qui va être généré va être complètement faux ou ne va pas faire exactement ce qui était attendu, ce qui était demandé, sauf que la personne n'ayant pas l'expertise de vérifier ce qui est généré ne peut pas s'assurer que le contenu est cohérent, est correct à 100%. Donc, je ne pense pas que ça va remplacer entièrement le métier, ça va faire transitionner en fait où se place l'humain dans le métier. Et en fait, l'humain va avoir vraiment ce rôle d'expert, que ce soit pour donner la requête, la bonne requête, s'assurer d'obtenir le résultat attendu, donc savoir déjà exprimer et utiliser l'outil, et ensuite savoir vérifier le contenu proposé par l'IA et s'en servir en bonne adéquation avec le résultat souhaité. Oui, tout à l'heure quand on préparait, il y avait cette histoire de l'IA ne va pas forcément supplanter le métier, mais répartir un nombre de jours différents, c'est-à-dire qu'on travaillera moins sur certaines choses, plus sur d'autres. Est-ce que c'est ce vers quoi il faut qu'on aille par rapport à ça? Oui, de manière générale, de toute façon, quand on a un nouvel outil dans un métier, ça crée une nouvelle répartition. Et effectivement, si une tâche qui était monétisée, au sens où on était payé pour le faire, est faisable dans un certain volume par une machine, eh bien, il y a un déplacement nécessairement. Alors, il peut y avoir un déplacement vers le haut, c'est-à-dire que c'est le fameux l'IA va faire les tâches simples et puis on va se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc là se pose la question, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est d'abord, est-ce que j'ai la compétence pour concentrer 80% de mon temps sur un ensemble de tâches, c'est-à-dire justifier mon salaire sur 80% du temps sur ces tâches, là où avant c'était 30-40%. Donc ça, c'est ce que je suis prêt à le faire. Ensuite, il y a la charge mentale de ces tâches complexes, c'est-à-dire même s'il y a certaines tâches qu'on trouve un peu rébarbatives, un peu répétitives, elles permettent des temps de respiration, d'oxygène dans une journée. Voilà, le nettoyage de sa boîte mail du vendredi à 16h permet d'aller doucement vers le week-end sans se mettre à rédiger un article scientifique, à relire un rapport, etc. Enfin, voilà, on l'a tous fait au moins une fois. Et donc, de temps en temps, ces tâches répétitives peuvent être des moments où on mobilise peu nos cognitions et ça peut faire du bien plutôt que d'être à 100% sur des tâches cognitives de haut niveau. Et puis ensuite se pose la question aussi de la place de ces tâches simples dans les courbes d'apprentissage. C'est-à-dire que parfois les tâches simples sont des conditions d'accès vers les tâches complexes. Les maîtriser permet d'aller vers une autre tâche un peu plus complexe, etc. Si on fait une fracture, une coupure dans la courbe d'apprentissage, eh bien la question se pose de par quel chemin on accède à l'expertise. Sachant qu'on n'accède pas à l'expertise avec le diplôme à la sortie de l'école. La sortie de l'école, le diplôme nous donne le droit d'exercer un métier, mais ne dit absolument pas qu'on est expert de ce métier. Et donc, il va y avoir des altérations de la courbe d'apprentissage qui ne sont pas encore identifiées pour chaque métier, mais c'est un point de vigilance qui existe. Et regardez comment on peut le compenser. On peut le compenser par la formation initiale, on peut le compenser par la formation continue, on peut le compenser aussi par les apprentissages mutuels entre
entre la machine et le travailleur. On sait que sur certaines applications, elles apportent peu de valeur ajoutée en fait, en vérité, aux experts, mais l'interaction régulière d'un profane avec le système dans lequel on a mis des connaissances experts permet de fixer des connaissances chez l'utilisateur profane. Donc ça, ce sont des choses qui ont été observées dans certains cas. Je pense par exemple à un cas d'usage d'une IA d'un système d'IA qui vérifiait la compatibilité des offres d'emploi avec un certain nombre de critères de discrimination. Par exemple, on sait que lorsque vous mettez forte autonomie demandée pour un emploi, eh bien, c'est discriminant pour des personnes qui sont en incapacité physique. Lorsque vous mettez véhicule obligatoire, eh bien, c'est un critère de richesse. Voilà, donc tout ça est aujourd'hui soumis à des réglementations. Mais quand vous avez des milliers d'annonces d'offres d'emploi à regarder, eh bien, vous pouvez mettre en place un système d'IA qui va aller regarder dans les contenus les éléments qui sont discriminants. Les experts disent ne pas vraiment en avoir besoin, c'est-à-dire que très vite, ils identifient les problèmes. Par contre, les profanes disent que recevoir des alertes, qui parfois ne sont pas justifiées d'ailleurs, mais ça leur permet, alors on ne va pas parler de dialogue, c'est un peu excessif, mais dans l'interaction humain-machine, de faire remonter des choses, ils vont travailler en disant est-ce que je prends comptant cette notification qui m'est envoyée. Par exemple, lorsque vous avez véhicule obligatoire, oui, il faudrait l'enlever. Il faudra enlever véhicule obligatoire. Mais si l'emploi se situe dans une zone rurale, on va le laisser quand même, parce que même si c'est discriminant, c'est complètement stupide de l'enlever parce qu'on sait que le métier, on ne pourra pas l'exercer si on n'a pas de voiture. Donc derrière, le jugement critique, voilà, la notification est là, il faut que je me rappelle que ça c'est un critère qui est discriminant, mais je vais corriger le système parce que là, il faut avoir un peu de bon sens, que l'IA n'a pas, pour le corriger. Et donc, il peut y avoir aussi ces systèmes d'apprentissage. Mais tout ça là est encore très empirique. On l'observe parce que on fait des études dessus, mais il faut pouvoir aller un peu plus loin que le noter et puis derrière structurer un peu des démarches d'apprentissage mutuel entre un utilisateur et un système à base d'IA. Donc si je résume, la bonne posture, c'est se dire, ok, on peut essayer de collaborer avec cette IA, garder beaucoup de recul et peut-être aussi un peu se forcer à ne pas tout lui déléguer, parce qu'effectivement, quand on passe par certaines tâches, c'est une manière de pouvoir progresser aussi nous-mêmes. Ouais. Donc c'est pas une baguette magique pour autant, quoi. Non, je crois que reprendre la main, il y a un risque qui est ce qu'on appelle, tout à l'heure tu as parlé de la domination de l'IA sur l'humain, Terminator, etc. Bon, ça, on l'a tous en tête, et je dirais dans le cadre du travail, c'est assez facile à identifier lorsque clairement on a un système qui est designé pour mettre l'humain en pilotage automatique. Voilà. Mais ce qui est plus difficile, c'est ce qu'on appelle la domination passive. C'est-à-dire comment petit à petit, par excès de confiance dans le système, par effet de contentement, c'est-à-dire la solution, elle n'est pas terrible, mais j'ai pas envie de faire les efforts supplémentaires, ou alors j'ai pas le temps de faire les efforts supplémentaires pour faire mieux, ce qu'on appelle l'effet de contentement. Il y a des mécanismes par lesquels petit à petit, on va s'effacer devant le système. C'est pas le chef qui l'a demandé, c'est écrit nulle part, mais petit à petit, je deviens passif. Voilà. Et donc, il faut pouvoir reprendre la main, un peu comme on recommande aujourd'hui aux pilotes d'avion qui, grosso modo, sur un vol ordinaire, touchent 3 minutes aux commandes. On leur dit de temps en temps, reprenez physiquement le pilotage de l'avion, parce que vous allez vous reconnecter non seulement à l'avion, mais aussi à la situation de vol. Alors, on sait que la passivité fait perdre le fil physique du vol, c'est-à-dire la triangulation en 3 dimensions du vol disparaît. Donc reprenez de temps en temps un peu la main pour vous reconnecter à l'environnement réel du vol et pas simplement regarder des indicateurs. Il y a vraiment ce qui est très important dans ce que tu as dit, c'est cette base en fait de connaissances aussi qu'il faut avoir. Et Cédric, j'aimerais bien qu'on rebondisse parce qu'à l'ICAM, entre enseignants, vous avez fait une session pour permettre aux enseignants de bien comprendre comment marchait cette intelligence artificielle générative et pour savoir comment faire pour l'adapter plutôt que la diaboliser, l'adapter dans les enseignements et permettre aux élèves de bien s'en servir. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement quel est toi ton rôle en tant qu'enseignant-chercheur là-dedans par rapport à tes étudiants et étudiantes? Ouais, donc effectivement, donc, comme tu l'as dit, on avait fait cette réunion. Le but, c'était vraiment
déjà d'un côté de dédiaboliser, je trouve que c'est le bon terme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, voilà, l'IA c'est le mal, les étudiants ne vont plus rien apprendre, ils vont faire que tricher, ça va être du copier-coller, et nous en tant qu'enseignants, on ne va plus avoir de travail, on ne va plus rien avoir à faire, etc. Ce qui au final est complètement faux. Hein. Il y avait déjà eu les débats des professeurs de mathématiques à l'époque où la calculatrice est sortie, interdisons les calculatrices, ça n'a pu servir à rien, etc. On a bien vu qu'au final, même avec la calculatrice, le métier d'enseignant de maths n'a pas disparu, et les étudiants de maths, on leur a quand même demandé d'apprendre les tables, etc. Là, c'est pareil, hein, c'est pas parce qu'il y a ChatGPT qui est là que ça va faire que les étudiants vont plus en apprendre ou qu'ils vont tricher. Je veux dire, si un étudiant veut tricher, avant ChatGPT, il pouvait déjà aller sur Wikipédia, faire un copier-coller et on n'en parlait plus. Là, la différence, c'est juste qu'au lieu d'aller chercher sur Internet la source, il va demander à ChatGPT et il va avoir une réponse. Donc nous, notre premier rôle, c'est vraiment de faire comprendre que, en fait, ça ne va pas changer la problématique. Par contre, ça va changer la façon dont maintenant on va devoir, nous, en tant qu'enseignants, appréhender le côté pédagogique. Il va falloir prendre en compte que l'étudiant va avoir accès à cet nouvel outil. Et donc basé là-dessus, ça veut dire que forcément on a des modèles d'évaluation qui vont peut-être devenir obsolètes, qui ne vont plus servir à grand-chose. Demander un devoir maison aujourd'hui de philosophie n'aurait plus trop de sens si on peut juste demander à ChatGPT de faire un copier-coller. Mais il va falloir faire avec. Et du coup, notre but c'était dans cette réunion de dire aux enseignants, il y a des limites. ChatGPT peut dire n'importe quoi, ChatGPT ne cite pas les sources, d'ailleurs si on lui demande de citer des sources, il va en inventer. ChatGPT n'est pas forcément cohérent, et surtout de revoir et dire on va faire les exercices peut-être différemment. Au lieu de demander une dissertation, on va faire avec l'étudiant, lui faire une dissertation, et après on va en fait analyser la dissertation faite par ChatGPT avec l'étudiant. Donc notre rôle en tant qu'enseignant, ça va être d'apprendre aux étudiants à bien se servir de l'outil et avoir un côté critique là-dessus. Et c'est ce que nous, on essaie déjà de faire maintenant au sein de notre site à l'ICAM Strasbourg, parce qu'on a beaucoup d'enseignants qui ont déjà intégré ChatGPT dans leurs exercices pratiques, parfois même dans des projets où les étudiants doivent maintenant l'utiliser, sont amenés à l'utiliser, mais du coup ils doivent l'utiliser de manière critique et en fait on leur laisse libre accès et on leur dit qu'ils ont le droit de s'en servir. Même moi durant mes TP, je sais que j'ai encore beaucoup d'étudiants qui se cachent, qui ont ce côté un peu honte, j'ai honte de demander à la machine plutôt qu'au professeur, mais nous on leur explique il n'y a pas de honte à avoir, c'est même mieux pour vous parce que vous vous sentez moins bête plutôt que de demander face à vos camarades. Donc utilisez-le, par contre utilisez-le correctement, faites les bonnes requêtes, vérifiez ce qui vous sort comme réponse et si vous avez un doute sur la réponse, là maintenant vous nous appelez pour qu'on en discute, etc. Donc c'est cette approche-là qu'on essaye de faire comprendre, c'est il ne faut pas le diaboliser, c'est un outil, il va falloir le prendre en considération aussi bien du point de vue enseignant qu'étudiant. Et puis même nous, en tant qu'enseignants, ça nous aide beaucoup, que ce soit pour avoir des idées de travaux pratiques à mettre en place, rédiger des cours, des sujets d'examen, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut faire gagner du temps et qui nous permet de nous débloquer et d'avancer sur pas mal de choses. Alors il y a une ou deux questions qui m'interpellent dans le chat, donc je voudrais pouvoir en parler un peu avant de poursuivre. Question Yann pour toi et pour tout le monde. Quel est le coût énergétique de l'IA ? Tout à l'heure tu parlais de beaucoup ça mobilise des ressources très gourmandes. Ouais. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est ? Il y a des deltas très importants qui sont donnés. Parce que d'abord, si on parle de ChatGPT, il ne communique pas énormément sur les modalités d'entraînement. Donc il y a des deltas très très importants. C'était vrai aussi pour les NLP, c'est-à-dire les Natural Language Processing avant, la façon d'entraîner un chatbot. C'était évidemment très coûteux. Alors, si je prends, puisqu'on est dans l'éducation, il y a un rapport qui a été publié par l'Éducation nationale sur l'IA et sur l'impact écologique, ils ont donné comme référence un aller-retour Terre-Lune en voiture. Ouais, pour l'entraînement de ChatGPT. Voilà. Ce qui doit correspondre plutôt à la fourchette haute. Des simulations. Il y avait une étude qui à un moment avait été beaucoup utilisée, qui a été remise en question, qui disait c'est l'équivalent d'un entraînement, alors avant de ChatGPT, mais un entraînement d'un système communicant, c'est 57 années de vie humaine. Voilà, alors après ça a été remis en question en disant en fait c'est moins, en fait c'est plus. Ce qui est sûr, c'est que ça a un coût énergétique très important, qui est pas intuitif, puisqu'on est dans le virtuel, donc on pense qu'il n'y a pas d'objet. Autant la voiture qui roule, qui pollue, on dit oui, ça c'est une évidence. Autant quand je fais tourner mon ordinateur, quand je regarde une vidéo sur YouTube, avant qu'on parle d'IA, regarder une vidéo de chat sur YouTube, ça a un coût énergétique et ça crée une pollution. On dit que si le numérique était un pays, ça serait le 3e plus gros pollueur du monde. Donc il y a une empreinte très forte du numérique, mais qui n'est pas intuitive parce que l'expérience sensible du numérique, c'est que c'est assez virtuel.
virtuelle. Alors on comprend que c'est polluant de fabriquer un ordinateur, mais on a du mal à comprendre que c'est polluant de regarder une vidéo de chat, voilà, ou de regarder un clip, etc. Donc sur l'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est pas intuitif. Alors qu'est-ce qui pollue? C'est évidemment le fait de faire tourner des supercalculateurs. Il y a une empreinte énergétique de faire tourner ces machines qui calculent. Et généralement, elles génèrent une chaleur fatale, c'est-à-dire c'est une chaleur qu'on ne veut pas. Et donc, il faut la refroidir. Et donc, il va falloir en plus utiliser une consommation énergétique pour refroidir le calculateur. Dans votre ordinateur, quand vous utilisez Excel et que vous avez plusieurs milliers de lignes et que vous lui changez les macros, il commence à chauffer et vous entendez, il fait vouh, voilà, il tourne. Mais ça, il faut imaginer ça fois 1 million, 10 millions. Il faut ventiler, il faut aérer. Donc, évidemment, les large language models, c'est large. Ça potentialise, ça exponentialise énormément ça. Alors aujourd'hui, il y a des recherches sur des IA frugales, donc ça, c'est des thématiques assez intéressantes. Il y a aussi des recherches sur la façon dont on va utiliser cette chaleur quand elle est utile. Vous avez des solutions qui vont aller chercher la chaleur du calcul pour la mettre dans les radiateurs, parce que c'est dommage de générer une chaleur par le nucléaire, alors qu'on a déjà des chaleurs générées par les ordinateurs et les calculs. Donc on va essayer de mettre ça en ce qu'on appelle en économie circulaire. Vous avez des réflexions aussi pour faire des data centers qui soient un peu plus intelligents, ou alors de mettre dans des endroits où il fait froid, voilà, tout simplement. Mais bon, ça ne crée pas forcément des environnements hyper sympas à vivre. S'il faut aller en Alaska pour mettre des data centers, c'est encore une pollution, malgré tout, même si elle est loin de nous. Donc ça, c'est des vrais sujets aujourd'hui, et on peut imaginer qu'un des murs de l'IA, c'est-à-dire une des limites de l'IA qui pourrait amener un nouvel hiver de l'IA, comme on dit, ça pourrait être justement cette consommation de données, ou alors ou ce besoin de calcul, ou alors d'imaginer que chaque solution d'IA devrait passer une balance bénéfices-risques écologiques, ou alors si les bénéfices sociaux prévalent sur l'empreinte écologique, eh bien on dira oui, et puis des fois on dira non. Aujourd'hui, il y a plein de jeux téléphoniques sur lequel on passe du temps, qui parfois sollicitent de l'IA, qui le font pour des choses qui n'apportent pas un grand bien-être à l'humanité. Et donc c'est vrai qu'on pourrait déjà réfléchir à utiliser l'IA pour des choses qui sont réellement positives, quoi. Mais ça, c'est des jugements de valeur. Donc celui qui s'amuse à jouer à Candy Crush toute la journée, il peut dire que ça lui fait du bien, et qui je suis pour lui dire que c'est faux. Oui, ce qui signifie que finalement, dans notre utilisation très raisonnée, avec beaucoup de discernement de l'intelligence artificielle, finalement, ça va peut-être devenir comme les voyages en avion. On va peut-être devoir se dire, je le limite à l'essentiel, j'ai fait attention aussi pour cette histoire d'empreinte écologique, c'est intéressant. Mais pour cette... Alors, si je peux du coup compléter, parce que ce que Yann a dit est vrai, en fait pour ChatGPT, j'ai vraiment parlé de ChatGPT là, on n'a pas de chiffres exacts parce qu'ils ne veulent pas le dire, mais on a pas mal d'estimations. Alors tu as donné du coup l'estimation Terre-Lune. Une autre estimation qui parle bien, c'est pour l'entraînement, on estime que c'est équivalent à 205 allers-retours d'avion Paris-New York. Donc voilà. Et en fait, là où je veux intervenir, c'est ce que Yann a dit et qui est très vrai, c'est le côté invisible. En fait, on ne sait pas trop d'où vient cet impact écologique. En fait, dans les IA, et notamment dans les IA génératives, ce qui a eu le plus d'impact, c'est même pas l'utilisation, c'est vraiment la partie entraînement, tout l'entraînement du modèle. Parce que là, les 205 allers-retours, c'est vraiment juste pour l'entraînement, pour créer le modèle pour qu'il soit efficace. Et à ça, maintenant, on va rajouter toute l'empreinte écologique de l'utilisation. Donc, une estimation, juste pour une requête ChatGPT, on estime que c'est équivalent à 3-4 requêtes Google. Donc, quand vous faites un prompt sur ChatGPT, ça utilise autant de ressources écologiques que si vous faisiez 3 requêtes sur Google. Donc, mais c'est effectivement l'entraînement qui prend le plus de temps. Et du coup, pour donner une ordre d'idée, pourquoi l'entraînement? Yann a parlé de supercalculateur, il faut vraiment comprendre que l'entraînement, c'est du coup beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de supercalculateurs qui tournent en temps complet, avec tout le data center qui contient toutes les données d'entraînement qui doivent être stockées aussi, avec tout le système de refroidissement, comme il a parlé, etc. Et ça, c'est pendant de longues périodes, voire de longs mois. Par exemple, on sait que ChatGPT 5 est déjà en entraînement depuis février et que ça va être du non-stop jusqu'à normalement la fin de l'année. Donc, il faut imaginer, du coup, pendant un an, en fait, centaines d'ordinateurs qui tournent à temps plein. Et c'est ça, en fait, la plus grosse dépense écologique, le plus gros impact écologique. Ceci dit, si on veut comparer à Google et qu'on arrive à avoir un chat GPT assez performant qu'avec une requête, on trouve la bonne réponse, plutôt que faire 20 requêtes Google, c'est bon. Voilà, c'est effectivement on est gagnant au niveau écologique.
Donc, de manière générale, il faut quand même une éducation à l'utilisation du numérique absolue, parce qu'on est tous très très mauvais utilisateurs. Rien que le fait de, quand on a envie, je sais pas, on cherche Amazon et on tape Amazon plutôt que de taper la vraie adresse, déjà là, on a une dépense énergétique qui est supérieure, parce qu'on fait une recherche parce qu'on n'a pas envie d'écrire l'adresse de la barre. Donc c'est une éducation à avoir, et puis effectivement, si on arrive à avoir un jour un moteur de recherche basé sur ChatGPT qui est beaucoup plus performant de Google, pourquoi pas? Oui, ça peut être une piste. Ça peut être une piste. Alors Cédric, tu évoquais ChatGPT 5. À quoi on doit s'attendre? Qu'est-ce qui va être différent par rapport à la version actuelle qui est la version 4? Alors déjà, le truc, c'est que quand on parle de la version actuelle 4, il faut savoir qu'entre celle qui est disponible pour les utilisateurs et celle qui est disponible pour les développeurs, c'est déjà différent. Parce que les utilisateurs qui payent du coup ChatGPT+, et qui ont du coup accès à ChatGPT 4, ils ont juste accès à la partie génération de texte. Donc ils ont la génération de texte qui est de meilleure qualité que la 3.5, donc celle qui est gratuite, mais ça s'arrête là. Avec l'accès développeur, on a accès à ce qu'on appelle le multimodal déjà. Donc ça veut dire qu'on est capable de donner en fait en entrée non pas que du texte, mais aussi des images, par exemple. Et du coup, ça permet de faire déjà beaucoup plus de choses. Par exemple, on peut lui demander, donc les exemples qui étaient montrés, si on peut lui donner une photo et lui dire qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo ou qu'est-ce qui va, ou, je vais reprendre un exemple de génération de code, on peut lui donner en fait un dessin qui représente un site web et lui dire voilà, ça c'est le site web que je veux faire, à quoi il doit ressembler, donne-moi le code qui me fait ça. Donc du coup, ChatGPT va nous générer le code qui représente ça. Donc on a accès à ce multimodal, ce qui veut dire qu'on va avoir en entrée des images et du texte. Normalement, avec ChatGPT 5, on n'a aujourd'hui aucune information officielle, c'est que des rumeurs. Mais les rumeurs qu'on a, c'est que leur but, c'est de faire de ChatGPT 5 la première véritable AGI, donc intelligence artificielle générale. Donc ça serait la première intelligence artificielle qui serait capable de faire presque tout ce qu'on peut faire de manière cognitive. Donc certainement du multimodal plus étendu. Donc accès aux images, aux sons, aux vidéos, avec de la génération de musique, peut-être de la génération de vidéos, plus d'analyses complémentaires entre elles, et qui soit capable de réfléchir sur plus de thématiques qu'aujourd'hui limitées à ce qu'il est. Mais bon, c'est des rumeurs, et on verra ce qu'il en sera quand ça sortira. Et si, quand ça sort, on se met à débattre de est-ce qu'effectivement c'est général ou pas, c'est que finalement, on sera déjà pas si loin au final d'avoir atteint l'objectif. Alors, il y avait une autre question aussi. Quand on génère une image, par exemple, est-ce qu'on doit considérer que cette image est libre de droit? Qu'en est-il des droits? Alors, ça, c'est une excellente question à laquelle il y a plusieurs réponses. Et la première, c'est de regarder déjà ce qui est indiqué sur l'IA sur qu'on génère. C'est-à-dire qu'entre Midjourney ou Stable Diffusion, déjà, les deux ne vont pas vous dire pareil. Il y en a une qui va vous dire que l'image qui est générée, elle est open source, publique à tout le monde, et d'autres qui va dire c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez, elle est libre de droit. Donc, concrètement, l'image qu'on va faire, on pourra l'utiliser pour ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser pour une utilisation commerciale, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez la protéger par un droit copyright, c'est-à-dire dire c'est mon image parce que c'est moi qui l'ai générée, donc personne d'autre que moi n'a le droit de l'utiliser, ça c'est beaucoup plus compliqué. Ça va dépendre en fait du pays dans lequel vous êtes, en sachant qu'en Europe, il n'y a que le Royaume-Uni qui aujourd'hui, le Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande, qui ont aujourd'hui des réglementations sur l'IA, sur la génération d'IA. Et dans tous les restes des pays européens, la loi, elle dit que pour qu'on ait un droit de propriété sur l'œuvre, il faut une paternité humaine. Donc ça veut dire qu'il faut que l'être humain ait pris part à la création. Donc si vous voulez dire que cette image-là qui est générée par une IA, elle est à vous, il va falloir que vous arriviez devant un juge à prouver que c'est votre création et que vous avez mis un effort humain. Même si cet effort humain, c'est créer le bon prompt, il va falloir être capable de le prouver. Et ça va être beaucoup du coup le juge qui va stipuler ou pas. Aujourd'hui, il y a très peu de lois en Europe qui protègent ou pas. Donc, disons qu'aujourd'hui, non. C'est concrètement une image qui sera générée, tout le monde pourra l'utiliser, même si c'est vous qui l'avez fait. Alors, il y a une autre question dans le chat, et c'est une question aussi qu'on m'a envoyée par mail pendant la préparation. Est-ce qu'on peut déjà un peu savoir quels seront les nouveaux métiers liés à l'intelligence artificielle? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les 10 ans à venir? Alors, c'est une question très difficile parce que
y a des métiers que l'on réfléchit par rapport à l'IA elle-même, c'est-à-dire, on va dire, par exemple, il y a le métier d'éthicien de l'IA, il y a le métier d'instructeur de l'IA. Ça, ce sont des métiers. Alors, derrière le métier d'instructeur de l'IA, ça fait très chic, mais ça peut être simplement ce qui a été décrit, c'est-à-dire je vérifie si l'IA ne se trompe pas dans la reconnaissance d'une image. Ça, ce n'est pas des métiers très intéressants, ce qu'on appelle la gig economy. On sait que sur ChatGPT, par exemple, les opérateurs, les instructeurs d'IA qui entraînent les robots à discriminer les contenus, il y a une enquête du Times qui l'a montré, c'était au Kenya, payé 2 € de l'heure, et ils étaient toute la journée exposés à des contenus de type décapitation, actes pédophiles, parce qu'il fallait entraîner les robots à reconnaître ces images pour qu'ensuite ils puissent nettoyer la base de données. Mais comme ils n'étaient pas encore bien au niveau, eh bien, il y avait des humains qui les entraînaient. Donc instructeur de l'IA, c'est ça aussi d'une certaine façon, et c'est pas très marrant. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et après, on a tendance parfois à connecter directement la création d'emplois à la technologie elle-même. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez des gains de productivité dans un secteur, parce que bien souvent la promesse de l'IA, c'est le gain de productivité, eh bien vous créez de la richesse qui va ensuite, cette richesse va être redéployée sur d'autres secteurs, et ces secteurs peuvent être justement complètement décorrélés de l'IA, mais c'est la richesse générée par les gains de productivité de l'IA qui va créer un appel d'air pour créer d'autres domaines d'activité en lien avec ces richesses créées. Et cela, on aura beaucoup de mal à les identifier. On sait par exemple que nous on est Toulouse, hein, avec Simona, lorsqu'on crée un emploi chez Airbus, on dit souvent il y a un emploi indirect qui est créé, c'est-à-dire c'est un sous-traitant, et un emploi ou deux induits. Dans les emplois induits, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'aéronautique, mais qui sont liées au fait que il y a 2 métiers qui ont été créés dans l'aéronautique. Et derrière, ça peut être, il a fallu créer une école, il a fallu créer des nouveaux magasins, et donc ce ne sont pas des nouveaux métiers, mais ce sont des nouvelles activités, en tout cas des opportunités de développement économique qui ont été créées de manière induite. Voilà. Et donc ce qui va probablement en termes de volume être le plus important, ce sont ces emplois induits, mais qui reste totalement inventé. Maintenant, la question de l'invention de nouveaux métiers, elle est un peu récurrente. À chaque fois qu'il y a de la technologie, je crois que depuis que l'informatique, qui était quand même une sacrée révolution, a été introduit, le top 20 des métiers aux États-Unis, le seul nouveau métier, c'est programmateur. Informatique, mais il n'y en a pas eu d'autres. Les 19 métiers qui ont dominé à la révolution informatique et dominaient déjà 50 ans avant la révolution informatique. Donc il n'y a pas nécessairement des nouveaux métiers, mais des nouvelles activités. Après, les métiers, la façon dont ils vont être transformés, ça va être très très fort. À la fois, d'une part, des gens d'un métier qui vont s'équiper de systèmes d'IA dans l'industrie créative, par exemple, et culturelle, eh bien, ils vont faire leur métier différemment. Et puis, il y a aussi ceux qui n'ont pas les compétences, comme tu l'as dit, de dessin ou de création, mais qui vont se sentir investis de nouveaux pouvoirs, et ils vont aller vers ça, ils vont augmenter leur cœur métier d'une nouvelle capacité qu'ils n'avaient pas jusque-là. Et donc ça, ce sont des choses qu'on va observer dans les années à venir. Il y avait aussi une question qui était arrivée pendant la préparation qui touchait la RGPD, la confidentialité. Qu'en est-il quand on utilise ChatGPT en la matière ? Du coup, ChatGPT, en termes de RGPD, c'est, on va dire, problématique. Déjà, rien que pour l'entraînement, il faut savoir que ChatGPT, du coup, il a été entraîné sur ce qu'on appelle une archive du web. Donc, c'est quelque chose qui a été créé par l'organisme Common Crawl, qui s'occupe d'archiver tout ce qui est public sur Internet, tout ce qu'on trouve sur Internet. Et du coup, c'est cet ensemble d'archives jusqu'à juin 2021 qui a servi d'entraînement. Donc, c'est-à-dire que rien que dans les données d'entraînement, en fait, on va retrouver toutes les données personnelles qui sont publiques, mais qui sont quand même personnelles de toutes les personnes. Donc, par exemple, si votre profil Facebook il est public, c'est-à-dire que vos données personnelles qui étaient publiques sont déjà dans l'entraînement. Donc c'est-à-dire qu'en termes de protection des données, vous avez déjà vos données personnelles qui peuvent être déjà à cet endroit-là. Et ensuite, il y a le côté utilisation. Il faut savoir que l'une des grosses problématiques, notamment pour les entreprises qui veulent utiliser ChatGPT, c'est que dès que vous faites une requête à ChatGPT, cette requête elle est gardée et elle est mise dans la base de données de ChatGPT et elle peut être réutilisée pour l'entraînement.
Donc ça veut dire que quand vous utilisez ChatGPT, vous acceptez que des données qui peuvent être sensibles se retrouvent finalement stockées dans un serveur tierce, ce qui peut avoir des problèmes de sécurité, si jamais il y a des fuites, etc. Et un exemple qu'il y a eu et qui avait fait un peu parler de lui, c'était Amazon, où en fait les développeurs d'Amazon utilisaient beaucoup de ChatGPT pour leur code, et en fait petit à petit ils se sont rendus compte que les réponses données par ChatGPT correspondaient énormément et contenaient en fait des informations confidentielles d'Amazon. Et en fait, il s'est avéré que simplement, à force d'utiliser avec leurs données, ChatGPT s'était réentraîné, ils avaient réentraîné ChatGPT sur les données d'Amazon. Et donc, en fait, maintenant, il y a des données stratégiques d'Amazon sur la façon de coder qui est appris à ChatGPT. Et du coup, depuis, leur avocat leur interdit, en fait, maintenant, ChatGPT est interdit d'utilisation à Amazon. Et du coup, voilà, il y a vraiment ce côté, dès qu'on utilise ChatGPT, les données qu'on donne à ChatGPT sont gardées, conservées et peuvent être utilisées pour l'entraînement. Donc il faut l'avoir en tête. En fait. C'est un vrai point de vigilance supplémentaire parmi tous les autres qu'on a évoqués. J'ai vu moi une citation d'un auteur qui s'appelle Yuval Noah Harari qui disait « L'IA est désormais capable de prendre des décisions. Elle est donc en mesure de nous prendre une partie de notre pouvoir. » Qu'est-ce que vous en pensez de cette citation-là ? Ça, c'est assez pour toi. En fait, la question de la décision, elle avait été traitée dans les années 60 par un des grands pionniers de l'intelligence artificielle qui s'appelait Joseph Weizenbaum. Et Joseph Weizenbaum, il avait été le premier chercheur en IA à réaliser un résultat satisfaisant au fameux test de Turing. Le test de Turing, pendant très longtemps, était considéré comme, et pour beaucoup encore considéré comme, un test ultime pour une machine, pour décréter son intelligence. C'est un test qui ressemble un peu à une mystification, c'est-à-dire vous êtes un être humain, vous avez une conversation avec une entité d'une dizaine de minutes, et après une dizaine de minutes, vous devez dire si vous estimez que cette entité était un humain ou une machine. Turing disait qu'une machine qui pourrait confondre un maximum de juges après une dizaine de minutes, eh bien, devrait être considérée comme intelligente puisque son intelligence a été confondue avec une intelligence humaine. Donc il refusait de rentrer dans des débats de fond essentialistes sur la nature de l'intelligence. Il disait une imitation de l'intelligence, c'est de l'intelligence. Et donc Joseph Weizenbaum avait créé un robot qui s'appelait Elisa, qui n'était pas très intelligent. En fait, il avait une stratégie pour feinter un peu le juge. C'est une stratégie basée sur ce qu'on appelle la thérapie de Rogers, c'est-à-dire qu'il inversait la situation. Quand vous lui posiez une question, il vous proposait de réfléchir sur votre propre question. Voilà, un peu comme un psy, un peu caricatural. Et puis, de temps en temps, il faisait de oui, je comprends, développer, etc. D'ailleurs, Elisa existe toujours, hein, vous pouvez vous amuser sur Internet avec. Il avait développé ce robot, mais il s'avère que la société de psychologie, une société de psychologues américains a trouvé ça génial. Elle a dit tiens, on va pouvoir traiter les cas les plus simples. Ils vont se sentir bien après avoir échangé avec Elisa, qui les écoute, qui les amène à réfléchir sur leurs propres questions. Et pendant ce temps-là, nous, on fera les choses sérieuses. Et il a été épouvanté par cette perspective. Et il est devenu militant anti-IA. Il a arrêté ses travaux. Et il a écrit un livre où il explique la différence qu'il y a entre la décision et les choix. Il dit la décision peut être l'œuvre d'un calcul. Le choix ne peut être qu'humain. Un choix, c'est réfléchir en conscience, en responsabilité, à quelque chose que l'on veut faire. Une décision, c'est un calcul, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas, en fonction de paramètres qui ont été définis par l'utilisateur. Donc aujourd'hui, lui, ce qu'il trouvait, c'était qu'il y avait un risque de confusion entre ce qui relève du choix et ce qui relève de la décision. Nous pouvons faire des machines qui décident, on peut même faire des machines qui décident de tuer. On peut donner la charge létale à un drone. Mais ça, c'est un choix que l'on va faire. C'est un choix de société que l'on va faire de dire les robots peuvent être tueurs. Voilà. Mais actuellement, aucun robot peut décider d'être tueur. Il peut tuer par défaut de paramètres ou par erreur ou par élément exceptionnel, mais il ne peut pas faire le choix. Donc les choix, nous les faisons et les machines peuvent décider à partir de choix que l'on a fait. Donc finalement, toutes ces craintes qu'on nous prive de notre pouvoir, ça revient à ce qu'on disait au début, l'IA est associée à l'humain et donc c'est l'humain qui fait les choix derrière. Et alors c'est vrai, et en même temps, il y a une donnée historique systématique, c'est que on ne sait pas toujours ce qu'on choisit quand on met une technologie. C'est-à-dire que, et ça Harari le dit aussi dans son livre, il dit souvent, lorsqu'on met en place une technologie, on est obsédé par des promesses et qui se réalisent, et on libère des forces
que l'on ne désirait pas libérer. Et souvent, on les découvre plus tard. Voilà, on découvre plus tard que cette technologie contient un potentiel de positif et de négatif qu'on n'avait pas vu venir. Et souvent, la technologie est guidée par ce qu'on appelle une préférence pour le présent, c'est-à-dire recevoir très vite les promesses de cette technologie. Et à l'encre sympathique, eh bien, il y a des petites lignes que l'on découvre plus tard en disant « Ah ben en fait, ça fait aussi ça et ça, on ne le voulait pas ». Voilà. Et tout ce qu'on met en place aujourd'hui sur l'éthique de l'IA, ça consiste à essayer de ne plus être dans ces trajectoires technologiques où on découvre après coup les problèmes. On essaie de les anticiper un peu avant. Alors ceux qui développent de l'IA disent oui, on nous met plein de contraintes que les autres n'ont pas eues. C'est vrai. Parfois, ces contraintes sont excessives par rapport à ce qu'est vraiment l'IA. Elles sont des fois un peu excessives par rapport à des notions de compétitivité. Mais je trouve que c'est intéressant que des civilisations technologiques commencent à se dire est-ce qu'on pourrait éviter de découvrir les désastres une fois qu'ils ont eu lieu et de les anticiper un petit peu avant. Je trouve que c'est une posture assez mature en fait d'un point de vue technologique. Et Elisa n'est pas un robot. Oui, c'est un programme. Voilà. Petite nuance, merci Simona. Je reviens sur le chat. Une question un petit peu technique sans doute pour toi Cédric. Si les modèles d'IA sont entraînés à partir de données en ligne, que deviendra la qualité de ces modèles le jour où les données en ligne seront très largement produites par des IA? Tu vois, l'effet... l'effet ménage. En fait, c'est une problématique qui existe et il existe en fait aussi la problématique inverse. Puisqu'en fait, l'une des gros problèmes que les gens s'étaient posés quand ChatGPT était sorti, c'est que ChatGPT va remplacer Google. Alors, on ne va plus avoir besoin de Google parce qu'on a ChatGPT. Et en fait, la problématique, c'est que s'il n'y a plus Google, c'est-à-dire que nous, on arrête d'utiliser le web, tout simplement, ça veut dire qu'on ne va utiliser que ChatGPT. Si on arrête d'utiliser le web, il n'y a plus de raison de développer des sites web. S'il n'y a plus de raison de développer des sites web, il n'y a plus d'informations sur le web. S'il n'y a plus d'informations sur le web, on ne peut plus entraîner ChatGPT. Donc en fait, on a aussi cette problématique inverse, c'est soit on arrête d'utiliser le web et du coup, il n'y a plus de données pour ChatGPT, soit ChatGPT va finir par tout produire et donc tout ce qu'il y aura sur le web sera du ChatGPT. Donc effectivement, il y a cette problématique de tant que si un jour l'humain réel arrête d'amener des informations d'entraînement à l'IA, l'IA va rentrer dans un cercle vicieux où soit ne pourra plus avoir accès aux dernières informations. En fait, concrètement, c'est ça, c'est-à-dire que l'IA va pouvoir toujours s'entraîner. Donc, si c'est ChatGPT qui va s'entraîner sur du texte ChatGPT, en partant du principe que le bon texte de ChatGPT qu'on met sur Internet, c'est du texte que nous, on a validé, c'est pour ça qu'on l'a remis sur Internet, c'est-à-dire qu'au final, là, l'utilisateur va avoir un peu le rôle d'instructeur que disait Yann, c'est-à-dire juste on aura pris cette réponse de ChatGPT, on l'aura labellisé, et au final, ça fait juste que ça sera du bon texte d'entraînement à ChatGPT, que ChatGPT pourra reprendre en disant voilà, ce texte-là, même si c'est moi qui l'ai fait, il a été validé, donc c'est qu'il est bon, donc je peux me réentraîner dessus. Donc il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'il va s'améliorer en termes syntaxiques, en termes de phrases, de création. Par contre, en termes de contenu, vraiment ce qu'il y a dedans, là, du coup, ça veut dire qu'il s'arrêterait, parce que du coup, il ne pourra plus apprendre de nouvelles choses, puisqu'il va s'entraîner que sur ce qu'il sait déjà. Et donc, du coup, il ne pourra plus apprendre de nouvelles choses. Donc, il faut forcément que l'être humain continue de l'alimenter. Sinon, on va être limité et on ne va plus avoir de nouvelles connaissances. D'accord. On m'avait envoyé aussi une citation pendant la préparation de ce webinaire sur laquelle, Cédric, tu crois que tu avais envie de rebondir. Je pense que Yann aussi pourra répondre. Oui, Yann aussi. Les entreprises les plus riches de l'histoire sont en train de faire main basse sur l'intégralité des connaissances humaines consignées sous forme numérique et de les enfermer dans des produits propriétaires. Est-ce que ça vous parle, cette citation, et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ça, c'est une vraie question, parce que c'est vrai que les GAFA, puisque c'est un peu ça dont on parle, eh bien, ils ont une énorme avance technologique sur leur capacité à numériser des contenus. Il y a une solution de facilité, c'est de faire appel à eux. Je me rappelle qu'il y avait eu un grand débat sur la numérisation des ouvrages de la BNF par Google, en disant est-ce qu'on doit confier tout cela à des gens américains. Donc ce risque, il est identifié, et d'ailleurs, il y a aujourd'hui un vrai débat sur quelle est l'urgence éthique vis-à-vis de l'IA. Certains disent oui, c'est réduire les biais, c'est la pollution, c'est la fiabilité, c'est la robustesse, etc. Et derrière, ça va amener des contraintes. Et il y a un courant important qui dit non, l'urgence, c'est la souveraineté. Voilà. L'urgence, c'est de créer des technologies souveraines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre cas, elles sont contrôlées au niveau européen. Il y a une souveraineté européenne des solutions.
C'est très important lorsque vous êtes un champion industriel européen, vous êtes par exemple Airbus, Thales, etc. Vous utilisez une solution non souveraine comme ChatGPT, vous l'utilisez pour faire des comptes rendus de réunion, parce que vous voulez les mettre en forme, vous voulez les traduire en plusieurs langues, enlever les fautes d'orthographe, et bien, comme Cédric l'a bien expliqué, ces données, chut, elles s'en vont. Alors, malgré tout, les GAFA, à des échelles différentes, ont des garanties de confidentialité. Apple est peut-être parmi les GAFA celui qui propose le plus de protection en termes de données, mais ils sont liés à leur gouvernement par le Patriot Act. Donc le Patriot Act dit que dès que les intérêts américains sont en danger, eh bien, toutes les entreprises doivent coopérer, collaborer pour trouver une solution. Et donc, il y a une urgence à créer ces solutions souveraines. Alors, soit il faut qu'on fasse des champions, mais à l'est, on restera sur des intérêts privés qui capturent des intérêts généraux, soit on va sur, c'était une des préconisations du rapport Villani, ce qu'on appelle des communs collaboratifs, c'est-à-dire qu'on va créer des communs, un peu comme Wikipédia, même si c'est une fondation et des formes de communs de la connaissance, on va sur des communs où on mutualise des choses et comme on n'a pas de champion, on va mettre en commun qui vont faire qu'à l'intérieur de cet espace commun, eh bien, on a des échanges régulés. À l'extérieur, on ne peut rien prendre. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité pour éviter systématiquement de dire « oh, mais nous, on ne sait pas faire un Google ». Oui, on a du mal à faire un Google, mais peut-être qu'on peut trouver une autre solution que de faire un Google, on peut faire un commun collaboratif. D'accord. C'est vrai que tu voulais ajouter... Oui, Yann a dit beaucoup déjà, mais effectivement, c'est une question qui se pose. Surtout, du coup, là, maintenant, en fait, avec on va dire l'essence du numérique, l'IA, etc., en fait, ce qu'on peut voir aussi pas mal, c'est des entreprises qui vont essayer de ne pas perdre en fait leur connaissance métier. C'est du coup un exemple que je t'avais donné et que j'ai expliqué, c'est qu'aujourd'hui, l'une des craintes, c'est quand il y a quelqu'un qui est spécialiste dans une entreprise, on se dit, voilà, si cette personne part ailleurs, on perd aussi ses connaissances. Voilà, ce qu'il sait faire, ce dont on a besoin, on le perd. Et donc en fait, ce qu'on peut voir maintenant, c'est des entreprises qui vont essayer en fait de placer un peu l'IA au centre, de récupérer grâce à l'IA toutes ces connaissances, cœur, métier propres à l'entreprise, de faire en sorte qu'elles soient numérisées et que l'être humain, au final, soit plus que quelqu'un qui va se servir de l'IA, comme Yann l'expliquait, un outil collaboratif pour apprendre à quelqu'un qui ne connaît pas à faire les choses spécialistes et de se dire, ben voilà, comme ça, c'est plus un humain qui a cette compétence et s'il part, ça pose problème à l'entreprise, mais dire c'est l'IA qui a cette compétence ou qui sait faire et qui va guider un humain qui finalement pourrait être amené à faire plusieurs tâches sans qu'il en ait l'expertise et que du coup, c'est comme ça qu'ils essayent de centraliser un peu leurs compétences pour les garder au sein de l'entreprise. Mais une question qu'on peut se poser du coup, c'est est-ce que ça n'enlève pas de la valeur à l'être humain? Et puis voilà, sur le marché, du coup, on aura aussi moins à vendre si on n'a plus cette compétence, c'est l'entreprise qui l'a. Donc voilà. D'accord. Alors on arrive sur la fin du webinaire, donc peut-être pour résumer, conclure, ce que j'aimerais c'est que chacune, on peut commencer par toi Simona, vous donniez spontanément un conseil à tous ceux qui nous regardent de comment amicalement vous diriez qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec cette intelligence artificielle, quelle est la bonne posture que tu peux adopter, voilà, en résumé pour toi utiliser ChatGPT aujourd'hui et autres, c'est quoi? Mais déjà c'est essayer. Mais c'est faire un avis. Pour surtout ces technologies-là, c'est un peu, pas forcément mon domaine spécifique, mais c'est vrai que on ne peut pas s'en passer, et dans mon métier, comme dans plein d'autres métiers. Et il faut se faire un avis, mais pas seulement en écoutant ce webinaire, d'autres webinaires, mais ce que les médias disent, mais aussi en lisant un minimum des textes, des livres, parce qu'il ne faut pas être expert, il ne faut pas tout comprendre en IA, mais un minimum comprendre les principes, les bases, ça peut aider. Et puis c'est un domaine qui est très, très, très mouvant, ça change vite, donc il ne faut pas s'arrêter, il faut vraiment suivre un minimum. Et je pense que la connaissance est la base de la liberté. Donc si on veut garder notre liberté, il faut qu'on sache où on va. D'accord. C'est vrai, Yann, comme vous voulez. On dit beaucoup que l'IA actuelle, qu'on appelle l'IA connexionniste, c'est une IA d'apprentissage. Et je dirais que il faut suivre ce nouveau paradigme de l'apprentissage. Et comme l'a dit Simona,
on a deux façons d'apprendre. Et c'est exactement pareil pour l'IA. On apprend de haut en bas et de bas en haut. On apprend de bas en haut, c'est-à-dire par l'expérience, et à partir de ces expériences, eh bien, on commence à faire quelques conclusions qui vont nous servir un peu de guidelines, qui vont nous servir de règles. Et puis, on apprend aussi de haut en bas en apprenant de la théorie, et puis derrière, qui nous permettent d'avoir une vision un peu structurée du monde. Et sur l'IA, c'est exactement la même chose. On peut lire des essais, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant l'histoire de l'IA. Cette aventure qui essaye de faire par des machines des tâches humaines. Enfin, si vous trouvez des ouvrages de vulgarisation de bon niveau, vous allez vous régaler parce que c'est une aventure dans l'histoire de la pensée humaine aussi. Et en même temps, essayer. Et faites cet aller-retour entre l'apprentissage de bas en haut et de haut en bas pour véritablement essayer de domestiquer cette technologie. D'accord. Cédric? Du coup, moi, ce serait de ne pas avoir peur. En fait, il faut vraiment se sortir de la tête l'idée de cette diabolisation, cette image de Terminator, de Matrix, etc. On n'est pas du tout là et je pense qu'on n'y sera sûrement jamais. Vraiment se dire, voilà, l'IA, c'est un outil, je ne vais pas utiliser le terme d'ami, mais c'est quelque chose qui peut être tout à fait bénéfique si on l'utilise correctement. Donc, s'enlever ce côté diabolique et ne pas avoir peur de, comme Simona et Yann l'ont dit, voilà, juste l'utiliser, apprendre à l'utiliser, voir ce que ça fait, voir comment ça marche bien, voir quand ça ne marche pas, comprendre les limites, pour se rassurer aussi, se dire, voilà, si ça, il n'arrive pas à le faire alors que moi, je sais le faire, voilà, ça rassure, on savoir qu'on a encore cette valeur-là d'être humain. Et donc, voilà, vraiment, pratiquer et essayer des choses et amusez-vous. Ok. Merci infiniment à tous les trois. Merci de votre présence et de votre savoir-faire. Et merci à vous toutes et tous. Merci pour votre présence aussi et pour toutes vos questions qui m'ont permis de nourrir ce webinaire et toutes les questions qui sont tombées sur le chat aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.